Pour commencer cette soirée, comme hier, nous allons remettre des prix. Le premier prix sera le prix Pierre et Alexandra Boula. Pendant plus de 1000 ans, l'histoire politique de la Pologne s'est écrite avec celle de l'Église catholique. Aujourd'hui, 9 Polonais sur 10 se déclarent catholiques. Si la religion reste étroitement mêlée à l'identité nationale, en pratique, l'Église fait moins recette. Conscient du recul de la foi dans son pays, Maciek Nawrocki, qui a grandi à Częstochowa, je savais que j'allais le savonner, au lieu de pèlerinage consacré à la Vierge Marie, a voulu jeter un regard sur une communauté de fervents pratiquants. Le jury était composé de Jean-François Camp du laboratoire central du Pont, Cyril Drouet pour le Figaro Magazine, Pascal Maître, photographe à l'agence Cosmos, et Delphine Lelu. Pour remettre ce prix, j'appelle Gary Knight, président du jury et vice-président de l'association Pierre et Alexandra Boula. Gary. J'appelle également Maciek Nawrocki pour recevoir ce prix. So, Gary, a few words. Gary, quelques mots. Yeah, I just have a few things here I'd like to say, very brief, 50 seconds only. Annie, ladies and gentlemen, on behalf of the Pierre and Alexandra Boula Award, I would like to thank Canon for their continued support of the award, which enables to give a prize. Au nom de l'association Pierre et Alexandra Boula, Gary veut remercier Canon pour leur support et leur partenariat. And it allows us to give an award of 8,000 euros this year. The jury received 110 proposals. Ils donnent un chèque de 8 000 euros ce soir. Ils ont reçu 110 propositions. We met in June to scrutinize and debate the merits of each, but we reached a consensus that one submission stood out from the rest because... Et parmi toutes ces propositions, il y avait une proposition qui a retenu toute leur attention parce que...
It was C'était realizable, réalisable, pay attention photographers out there, timely, well written, and the portfolio was concise and thoughtfully presented. et donc la proposition était magnifiquement présentée, réalisable, et le portfolio était magnifique. Ce qui est assez rare dans les jurys, je vous le dis. So it gives me great pleasure to introduce you to Maciek Navradalik. Gary est heureux de vous présenter Maciek Navradalik. You all do a really good job spelling my name, pronouncing it, which I'm grateful. Yeah, I know. Thank you. I'm really honored to receive it, and I would like to thank Annie Bula and the jury. Il veut remercier Annie Boula et le jury For the confidence and trust they are putting in me, because they don't know how it's going to look like. les remercier pour la confiance qu'ils lui ont accordée parce qu'ils ne savaient pas exactement ce qui allait en sortir. I feel really obliged, and I want to also thank Canon France for this generous support, Il veut remercier Canon France pour son support. and I will do my best not to disappoint any of you. Il fera des efforts pour ne pas nous surprendre désagréablement. Merci Maciek. Ok, Gary me refait le coup. On n'a pas de chèque, mais voilà, il a marqué. Hein, good luck with your bank. Il y en a qui m'amènent des chèques de 2,50 m et il y en a qui m'amènent... Putain, je plains les banquiers. Maintenant, le prix du Visador CICR, le prix du Visador humanitaire du CICR, soutenu par la fondation Sanofi Espoir. Ce jury était composé de Daphné Anglaise pour le New York Times, Paul-Henri Arny pour le CICR, Catherine Boniface pour la fondation Sanofi Espoir, Armel Canitro de la Croix, Cyril Rouet, encore lui, du Figaro Magazine, et le docteur Pierre Micheletti, président du jury, que j'appelle sur ce plateau pour remettre le prix. Bonsoir Pierre. 1h30. Ok, très bien. Bonsoir messieurs, dames. Je suis très heureux de me retrouver dans ce rôle de président du jury. Je suis heureux en tant que médecin, je suis heureux en tant que représentant de Médecins du Monde, dont j'ai été le président de 2006 à 2009. Et je crois que ce qui ont valu à Mani de recevoir ce prix, c'est, bien sûr, tu es le bienvenu. Je crois que ce qui a entraîné le fait qu'il ait obtenu le prix ce soir, c'est la force avec laquelle ces photos illustrent la violence dont sont aujourd'hui l'objet les soignants et les médecins syriens dans ce terrain de conflit. Et pour reprendre une parole du CICR qui travaille depuis de nombreuses années sur ce sujet, aujourd'hui on tire sur l'ambulance et c'est ce que ces photos illustrent avec force. Et la remise de ce prix à Mani ce soir est d'autant plus important que ce qui se passe en Syrie, on le constate aussi en Afghanistan parfois, on le constate dans les pays du Sahel, on le constate en Somalie. Et donc il est important que ce type de témoignage soit illustré avec la force et la netteté des photographes, des photos de Mani, parce que si on ne le fait pas, demain ce seront des territoires de plus en plus vastes, ce seront des populations de plus en plus nombreuses qui deviendront inaccessibles à l'action des médecins et à l'action de l'aide humanitaire internationale. Donc je souhaite remercier le CICR pour le travail de fond qu'il a entrepris sur ces questions, parce que au-delà de la protection de ses propres équipes, c'est toute la communauté humanitaire qui se trouve protégée par ce travail d'analyse et de réaffirmation des principes humanitaires. Et je voudrais remercier Mani de nous avoir fourni les éléments qui permettent de témoigner avec une telle force et une telle justesse du danger qui guette les équipes médicales aujourd'hui. Merci beaucoup. Pierre, tu vas lui remettre le trophée. Mani va nous dire quelques mots. Et je rappelle qu'on peut voir ce travail exceptionnel de Mani au Palais des Cortes. Merci, je voudrais remercier beaucoup évidemment le CICR et tous ceux qui ont permis à ce prix d'exister, au jury évidemment, et porter un hommage vraiment particulier à tous
tous les amis, les collègues, journalistes qui continuent à travailler là-bas et aux activistes de l'information aussi syriens qui travaillent dans des conditions extrêmement dures et à tous ceux qui ont perdu la vie parmi les activistes d'information, les journalistes et les médecins et les infirmiers aussi qui travaillent dans des conditions terribles dans ce pays. Merci. Merci Manu. Il n'y a pas de chèque, mais eux ils payent, hein. T'inquiète pas. Enfin, les Getty Images, les Getty Grants. Getty Images annonce ce soir son 8e programme de bourse qui vise à donner aux photographes les moyens d'attirer l'attention sur des questions sociales et culturelles d'importance, ainsi qu'à soutenir les prochaines étapes de leurs travaux. Pour remettre les prix, j'ai le plaisir d'accueillir Aidan Sullivan, toujours avec des tennis. Le jury était composé de Barbara Griffin de Turner CNN, de Whitney Johnson du New Yorker, de Kyra Pollack de Time et de Stephanie Sinclair de l'agence Seven. Aidan? Hi. Well, it's great to be here again to give these grants, and I've worked it out that the total we've donated so far is $800,000. Depuis le temps qu'ils font ces bourses, ils ont donné $800,000. And you know, all of us at Getty Images are very proud to be able to do this to help these extraordinary photographers complete and these very important projects. Ils sont très fiers de pouvoir accompagner. Ils ont été très fiers d'accompagner autant de photographes pour les aider à réaliser leurs projets. Each year, as you know, you've just heard from Jean-François, an independent panel of judges chooses 5 recipients who each receive $20,000 each to complete their projects. Il y a un jury de 5 personnes qui reçoivent, qui donnent 5 prix de $20,000 chacun. Except this year there's been a slight change. What we decided to do this year was we took one of the 5 grants of $20,000 and we actually gave it to the Chris Hondros Fund in memory of our friend and colleague who sadly died last year in Libya. Et donc cette année, ils ont fait un petit changement, ils ont décidé de donner $20,000 pour le prix de la fondation Chris Hondros, qui était un des collègues et amis de beaucoup d'entre vous, qui a été tué à Misrata en Libye l'année dernière. And that's it. So we'd like to thank all the applicants, we'd like to thank the judges, and we'd like to announce the winners. Ils veulent annoncer les vainqueurs. Donc le premier, Laurent, s'il te plaît. So the first recipient is Bharat Chaudhry for his project The Silence of Others, documenting the lives of young Muslims in France. Donc un travail qui photographie les jeunes musulmans en France. The second one, Aidan? His second prize is Kasuke Okahara for his project. Oh. It's not. It's Sebastian Liste, and this is Sebastian's ongoing project, the Brazilian Far West. Sébastien, dont l'expo magnifique est au minimum. Sébastien est là. Sébastien, parce que Bharat et Kozuke, tu l'as dit maintenant. Yeah, Bharat sadly can't be with us, but Sebastian is here. And the next is Kasuke Okahara, whose project is Fragments, which documents the continuing situation in Fukushima. Voilà, Kozuke Okahara qui n'a pas pu être avec nous, son projet sur Fukushima. And the last one? And finally, Paolo Marchetti for his project Fever, the Awakening of European Fascism. And Paolo is with us this evening. Paolo? Il a l'échec. Congratulations. And what about me? I can have a speech, thank you. You want to say something shortly? Yes, sir. Well, I want to thank a lot to
to all the judges, and for sure to Getty Images to allow me to continue the work in the Brazilian Far West. Donc il remercie Getty de lui permettre de continuer son travail sur le Far West. Yes, this was the Amazon forest. So, thank you very much. Bravo. I need to thank some persons. For first, the judges. Thank you so much. Thank you so much to special persons, my best friend Giovanni Cocco and my lovely partner Cristiana. And for the last, thank you so much Getty Images for the courage to keep alive this grant in this moment. Thank you so much. Je veux remercier son meilleur ami, sa partenaire et Getty de lui permettre de continuer ça. If you could join us tomorrow at the Palais de Congrès, you will see all the photographers' presentations. So it'd be great to see you there at 3 o'clock tomorrow. Thank you so much. Donc présentation des Getty Grants demain à 3h au Palais des Congrès en salle Jean-Claude Roland au premier étage. Thank you Aidan and congratulations for the shoes. On avait prévu avant que le jury des Getty Awards se réunisse de vous présenter le travail de Paolo. Qu'il soit de simples groupuscules skinheads de la rue ou des factions néofascistes bien identifiées, ils cherchent tous à occuper le terrain politique et social. La xénophobie gagne du terrain en Europe, nous le verrons malheureusement dans la soirée. Pour l'illustrer, Paolo a suivi donc pendant 4 ans une partie de ces groupes identitaires qui prolifèrent en Italie. Leurs adeptes affichent sans complexe leurs idéaux, le message est sans ambiguïté et les symboles font véritablement froid dans le dos. Regardons ce sujet. Ce soir, pour nos images du jour, nous aurions aimé pouvoir continuer à vous présenter la Syrie, comme nous l'avons fait depuis le début de la semaine. Mais aucune agence n'a reçu de production. Par texto plus ou moins haché, Laurent van der Stock a fait comprendre à Nicolas Jimenez, directeur de la photo du Monde, que les bombardements étaient vraiment trop intenses et les connexions Internet coupées. Nous pensons donc à tous les civils qui souffrent de ces bombardements et bien sûr nous avons une affectueuse pensée pour tous nos confrères présents sur le terrain. Et pour continuer cette soirée sans images du jour, voici donc la chronologie des événements de mars et avril 2012. Retour de l'enfer. Après 8 jours de cauchemar, Paul Conroy, Edith Bouvier et William Daniels sont sains et saufs au Liban. Une semaine auparavant,
Edith Bouvier, correspondante pour Le Figaro, et Paul Conroy, en mission pour le Sunday Times, lançaient un appel au secours sur YouTube. Blessés dans les bombardements qui ont coûté la vie à Rémi Ochlik et Marie Colvin, les journalistes demandent leur évacuation d'urgence. Grâce au concours et à la protection d'insurgés, Paul Conroy, Edith Bouvier et William Daniels réussiront à s'exfiltrer du quartier de Baba Hammer et à atteindre le Liban. L'accro du Kremlin. Vladimir Poutine signe son 3e mandat et retrouve son fauteuil de chef d'État. 63% des voix dès le premier tour. Le système reste verrouillé à son avantage, sans véritable candidat alternatif à la mainmise du tsar sur la Russie. L'opposition n'avait pourtant pas ménagé ses efforts en affichant une contestation sans précédent depuis des mois. La soif d'une véritable démocratie se fait entendre. Le nouveau mandat présidentiel de Vladimir Poutine s'annonce plus difficile que jamais. Carnage d'un GI. Dans la nuit, un soldat américain quitte sa base de la province de Kandahar et assassine pendant leur sommeil 17 villageois afghans, dont 9 enfants. La consternation et les excuses des autorités américaines ne parviendront pas à apaiser la colère de la population. Les bavures se multiplient. Ce massacre intervient quelques semaines après l'incinération de Korans par des soldats américains sur la base de Bagram. Le Parlement afghan demandera la tenue d'un procès public pour juger le responsable de la tuerie, mais le sergent sera jugé aux États-Unis. Il risque la peine de mort et compte plaider le stress post-traumatique. Des débris et des âmes. Il y a un an, un séisme suivi d'un tsunami ravageait la côte nord-est de l'archipel japonais et provoquait la catastrophe nucléaire de Fukushima. Bilan, 20 000 morts. Aujourd'hui, le pays rend hommage à ces milliers de victimes, jour de recueillement, mais aussi de protestation. Si le nettoyage des côtes et le rétablissement des infrastructures ont été particulièrement rapides, la reconstruction des villes dévastées s'annonce lente et compliquée. Le gouvernement estime le coût du chantier à 230 milliards d'euros. Aujourd'hui, plus de 300 000 personnes sont toujours privées de logement. Il aura semé la mort et l'effroi. Toulouse, dimanche 11 mars, un militaire en civil est abattu d'une balle dans la tête en pleine rue. Les témoins expliquent avoir vu un homme s'enfuir au scooter. 4 jours plus tard, à Montauban, en plein après-midi, 2 militaires en fonction sont tués de la même manière, avec la même arme. Le lundi suivant, encore à Toulouse, 3 enfants et un rabbin sont assassinés devant une école juive. Les 3 affaires sont liées, le tueur est le même, les motivations clairement fanatiques.
actes terroristes, l'émotion et la stupeur s'invitent dans la campagne présidentielle. La France est sous le choc, l'enquête s'accélère. Le suspect est localisé, son nom est Mohamed Merah. Il revendique sa quête macabre et ses liens avec Al-Qaïda. Il sera tué lors de l'assaut visant à le capturer. Tempête politique au Mali. Des militaires annoncent avoir renversé le régime, qu'ils accusent d'incompétence dans la lutte contre les rebelles Touaregs et les groupes islamistes installés dans le nord. Mais très vite, les manifestations contre la junte se multiplient, la situation politique devient chaotique. Le président Amadou Toumani Touré démissionnera officiellement le 8 avril, mais la junte, soumise à d'intenses pressions, finira par lâcher le pouvoir. Le président de l'Assemblée nationale, Dioncounda Traoré, prendra provisoirement la tête de l'État malien et sera chargé d'organiser un scrutin sous 40 jours. Dans ce délai, l'organisation d'une élection présidentielle s'avère compliquée, voire impossible. Les 2/3 du pays sont toujours occupés par des groupes armés. Si j'avais un fils, il ressemblerait à Trayvon. Ce sont les mots prononcés par Barack Obama un mois après la mort de cet adolescent noir. Fin février, en Floride, Trayvon Martin a été abattu en rentrant chez lui par un blanc d'origine hispanique qui effectuait sa ronde de quartier. Le soir du drame, Trayvon Martin portait un sweat, capuche relevée. George Zimmerman, l'auteur du coup de feu, expliquera aux enquêteurs avoir décelé un comportement suspect et parlera de légitime défense. Dès le lendemain, des manifestations s'organisent dans tout le pays pour dénoncer un crime racial. Trayvon Martin devient dès lors un symbole pour la communauté noire américaine. Des milliers d'Américains réclament un procès exemplaire. Jeune présidentielle. Macky Sall, 51 ans, est élu président du Sénégal avec plus de 65% des voix. Il l'emporte contre le chef de l'État sortant, Abdoulaye Wade, 85 ans. La candidature vieillissante de ce dernier avait été jugée illégale par l'opposition et avait provoqué des manifestations meurtrières pendant la campagne. Deuxième tour faisait craindre des débordements, le vote s'est finalement déroulé dans le calme pour les 5,3 millions d'électeurs. Abdoulaye Wade reconnaît sa défaite, félicite le vainqueur et quitte le palais après 12 années passées au pouvoir. La transition démocratique est saluée par la communauté internationale. Tournée latino. Voyage du souverain pontife en Amérique latine. Au programme, 3 jours au Mexique et 2 à Cuba. L'occasion pour Benoît XVI de dénoncer les violences mexicaines liées au trafic de drogue et de rencontrer des victimes de cette guerre entre narcos. Queridas hermanas y hermanos, doy gracias a Dios que me ha permitido venir hasta ustedes y realizar este tan deseado viaje. À Cuba, le pape jouera la carte de la diplomatie. Ses déclarations sont ponctuées d'allusions hostiles à l'idéologie marxiste, mais restent mesurées. La visite est marquée par la rencontre de Benoît XVI avec Fidel Castro, un face-à-face pour le moins révolutionnaire.
Women's Power. C'est la deuxième femme à présider un pays africain. Après Ellen Johnson Sirleaf au Liberia, Joyce Banda devient présidente de la République du Malawi. Le décès du président Bingu wa Mutharika a propulsé Joyce Banda sur le devant de la scène. Alors vice-présidente, elle est choisie pour assurer l'intérim jusqu'aux prochaines élections en 2014. Cette femme à poigne de 61 ans, féministe convaincue, entend bien trancher avec les méthodes de son prédécesseur. Dès son accession au pouvoir, les têtes de l'ancien gouvernement tombent. Exit les dérives autoritaires du régime précédent, Joyce Banda imprime courageusement ses marques et confirme son engagement en faveur de l'émancipation des femmes. Une vie d'indigné. Raymond Aubrac, porte-parole de la résistance, meurt à l'âge de 97 ans. En 1940, il s'engage avec son épouse contre l'occupant nazi. Raymond Aubrac devient attaché à l'état-major de l'armée secrète. Avec sa femme Lucie, ils participent à la création d'un journal clandestin qui donne naissance au mouvement Libération. Emprisonné en même temps que Jean Moulin, il sera sauvé grâce à son épouse qui organisera son évasion. Veuf depuis 2007, l'homme à la curiosité intacte aura témoigné jusqu'au bout. Et de collège en lycée, Raymond Aubrac, infatigable témoin du temps, se déplaçait pour transmettre aux jeunes générations le goût de l'engagement et de l'indignation. Huit jours de deuil national sont décrétés. Ahmed Ben Bella vient de mourir à l'âge de 95 ans. L'Algérie vient de perdre celui qui fut président de la toute nouvelle République indépendante entre 1962 et 1965. L'homme restera une des figures du nationalisme arabe. Avant d'être intercepté, il participe à la création du Front de Libération Nationale. Après la signature des accords d'Évian, il devient le premier président élu de l'Algérie indépendante. Renversé par un coup d'État 3 ans plus tard, il sera emprisonné pendant 15 ans. Ahmed Ben Bella aura passé un quart de siècle en prison et une dizaine d'années en exil. Mais aujourd'hui, l'Algérie rend hommage à l'un des héros de la lutte contre la colonisation. Bienvenue en dictature. Ils sont près de 200 journalistes, accrédités jusqu'au cou, exceptionnellement autorisés à entrer en Corée du Nord. Le parcours est balisé, une sorte de gage de bonnes intentions face aux inquiétudes des États-Unis et de leurs alliés. En cause, une fusée prête au décollage et son satellite d'observation soupçonné d'être un tir nucléaire déguisé. L'opération est sérieusement surveillée par les Nations Unies. La Corée du Nord répond en invitant pour la première fois des journalistes sur son sol. Au programme, un aperçu des préparatifs du 100e anniversaire de la naissance de Kim Il-sung et une visite du centre spatial, une des fiertés du régime. Une semaine plus tard, la fusée sera lancée. Elle explosera en vol. Sanglante croisade. En quelques heures, il avait massacré 77 personnes. Anders Breivik comparé au tribunal d'Oslo. Un procès de l'horreur, à la fois très attendu et redouté. Les stigmates du bain de sang de l'été 2011 sont profonds. L'homme de 32 ans, ou l'horreur Breivik, comme l'appelleront experts et témoins, plaide non coupable. Pétri d'un calme haineux, le meurtrier exécute un salut nazi devant ses juges, puis s'érige en combattant nationaliste avant de poser un sourire glaçant devant les caméras. S'il était déclaré schizophrène, le meurtrier pourrait échapper à la prison et passer le reste de sa vie à l'hôpital. Le 24 août dernier, Anders Breivik était reconnu coupable et responsable de ses crimes et condamné à la peine maximale en Norvège, soit 21 ans de prison. Une peine qui pourra être prolongée tant qu'il sera considéré dangereux. Ni Breivik ni le parquet ne feront appel,
Le verdict est donc définitif.